Alors merci Lily de m'avoir invité à présenter ce soir, puis d'avoir participé au cours de cette semaine. Merci à l'Institut Pasteur. Donc, acquis et défis dans le diagnostic parasitologique de la malaria. Donc, la recommandation de l'OMS, c'est de premièrement suspecter la malaria chez une certaine catégorie de patients, ensuite faire un diagnostic rapide et précis pour pouvoir donner un traitement rapidement si c'est positif. Malheureusement, il y a eu une tendance au cours du temps de petit à petit sauter cette étape et on s'est mis à traiter la malaria dès qu'on la suspectait en oubliant complètement cette étape fondamentale du diagnostic. Et on a même été encore plus loin, on a oublié même de savoir sur quels critères on doit se baser pour suspecter une malaria et on s'est mis à traiter n'importe qui rentre dans un centre de santé avec un antimalarique. Donc, premièrement, pour savoir ce qu'on fait, il faut savoir de quoi on parle, la définition de la malaria. Elle est différente selon le but pour lequel on veut utiliser cette définition, différente selon la situation. Par exemple, pour les études épidémiologiques, où on veut mesurer la quantité d'épisodes de malaria, le burden pour un pays, etc., on peut avoir une définition différente que lorsqu'on parle de la prise en charge d'un patient dans un centre de santé. Donc c'est la différence, comme on a d'ailleurs pour toutes les maladies infectieuses, ou la plupart, entre une infection, la malaria infection, et la malaria maladie, malaria disease. Et on emploie parfois un peu des mots qui se mélangent entre les différentes choses. Et là, dans cette conférence, je vais vous parler vraiment de la malaria disease, c'est-à-dire qui a besoin d'être traité pour un épisode de malaria. Donc quel est un vrai épisode de malaria? Ici, vous avez la population générale. Et une petite proportion de cette population va consulter un centre de santé pour de la toux, de la diarrhée, mal à la tête. Et parmi cette population malade, il y a encore une petite proportion, ou peut-être la moitié des gens, qui ont un épisode de fièvre. Et ça, c'est ce qu'on appelle, on va appeler ici clinical malaria, malaria clinique. Donc c'est ceux qui ont de la fièvre, mais on ne sait pas encore s'ils ont des parasites. Maintenant, on peut prendre du sang à ces personnes dans ces différents types de population pour chercher des parasites. Mais la présence de ces parasites ne va pas du tout avoir la même signification selon dans quelle population on se trouve. C'est-à-dire que pour les patients qui ont de la fièvre, c'est ça la définition d'un épisode de malaria. C'est eux qu'on aimerait traiter dans un centre de santé. Dans un centre de santé, on a aussi des gens qui viennent pour toute autre chose, ou même une piqûre de serpent, mais on ne va pas suspecter la malaria chez eux. Ça, c'est des personnes qui sont malades d'autres choses et chez qui on trouve une parasitémie par hasard, si vous voulez, incidente. Mais ce n'est pas ça qui les rend malades. C'est-à-dire que si on leur donne un antimalarique, ils ne vont pas aller mieux. Ce n'est pas la cause de leur maladie ce jour-là. Le problème, c'est que ce surtraitement dont on vient de parler englobe toute cette population. Ça englobe pas seulement ceux qui ont les vrais épisodes de malaria, mais toutes les clinical malaria et même tous les gens malades. Et c'est comme ça qu'on arrive à un surdiagnostic et donc un surtraitement très important. Les seuls qui ont besoin d'un traitement, c'est ceux qui ont fièvre plus parasites au niveau du centre de santé. Maintenant, il y a un autre phénomène nouveau dont on commence à parler de plus en plus, mais qui doit être clairement différencié des épisodes de malaria. C'est dans la communauté des gens qui sont pas symptomatiques, qui ne se sentent pas malades du tout, et chez qui on trouve des parasites. Donc, parasites chez des gens sains. Et ça, on les retrouve si on fait des surveillances dans la population, qu'on les teste. C'est ce qu'on appelle le réservoir caché, si vous voulez, de parasites. Si on s'occupe de ces gens, le but est complètement différent. Ce n'est pas de les soigner parce qu'ils sont malades et qu'on veut leur éviter de mourir. C'est parce qu'on veut diminuer la transmission. Et quand on s'occupe de cette population-là, les stratégies, la façon dont on réfléchit, les tests qu'on va utiliser, c'est complètement différent parce que le but n'est pas le même. Et c'est important de ne pas mélanger les deux domaines, de ne pas commencer à vouloir réduire la transmission dans les centres de santé. Et, vous voyez, c'est deux stratégies clairement à séparer qui peuvent avoir des liens entre elles. C'est-à-dire, par exemple, dans des zones de basse transmission, on peut trouver un cas index
d'un vrai épisode de malaria dans un centre de santé, et à partir de ce cas index, on se dit, ah oui, on va savoir de quel village il vient, on va aller chercher dans son village s'il y a d'autres gens qui sont parasitémiques, mais c'est autre chose, c'est une autre stratégie. D'accord? Donc, à partir de maintenant, moi je vais me focaliser vraiment sur l'aspect des centres de santé, des personnes qui ont un épisode de malaria. Et je ne vais pas du tout vous parler des stratégies dans la communauté des gens asymptomatiques. Donc la première chose à savoir, c'est quelle est l'amplitude de ce surdiagnostic quand on veut traiter tous les épisodes de fièvre sans savoir s'il y a des vrais parasites ou pas. Donc on a fait une revue des études publiées en Afrique qui donne la proportion parmi les fièvres des gens qui avaient des parasites. C'est-à-dire vous prenez 100 personnes qui se présentent dans un centre de santé avec la fièvre, combien parmi elles ont un vrai épisode de malaria, ont des parasites dans le sang. Et si on prend toutes les études publiées avant l'an 2000, on était à 44%. Donc quasiment un patient sur deux. Ça veut dire que le surtraitement, quand on ne fait pas de diagnostic biologique, il était à peu près de une personne sur deux de trop qui était traitée, si vous voulez. Mais les choses ont bien évolué. À partir de l'an 2000, vous savez qu'il y a eu des grands efforts de contrôle de malaria dans beaucoup de pays d'Afrique. Et si on prend toutes les études après l'an 2000, on est beaucoup plus bas, la moitié, 22%. Donc ça, si vous voulez, c'est encore une autre donnée qui nous indique qu'on a eu vraiment un impact et une diminution de la transmission probablement en Afrique. Donc évidemment, quand une personne seulement sur 5 en moyenne sur le continent a une vraie malaria, on ne peut plus se permettre de traiter tout le monde. On traiterait 4 personnes sur 5 pour rien du tout. Et là, vous voyez, si on prend toutes les études d'un même pays, la progression au cours des années, en zone rurale, en Tanzanie, on avait 81% des gens qui étaient positifs en 1986. Donc évidemment, à cette époque, on comprend qu'on soit parti dans des stratégies, on traite tout le monde, parce que c'est vrai que 81%, c'est presque tout le monde. Mais vous avez vu que là, 95, je suis suisse, hein, donc vous me pardonnerez les 95, on dit chez nous. La moitié des gens étaient positifs, 97, 38%, et à l'heure actuelle, on est à 1/5. Évidemment, dans les grandes villes, le phénomène est encore plus important. À Dar es Salaam, la capitale, il n'y a que 5% des gens qui sont positifs, c'est-à-dire à peu près comme dans les montagnes, où il y a très peu de transmission. Et si on prend les études qui ont fait une stratification par groupe d'âge, on voit de manière intéressante qu'en fait, le groupe le plus affecté, ce n'est pas les petits enfants dont on parle tout le temps, c'est les enfants en âge scolaire. Donc la probabilité qu'un enfant d'âge scolaire rentre dans un centre de santé et une malaria est en fait beaucoup plus élevée qu'un petit enfant de moins de 5 ans. Un petit enfant de moins de 5 ans, c'est à peu près comme un adulte. Donc là, vous voyez une sorte de déplacement vers les groupes d'âge plus élevés, probablement pour deux raisons. La première, c'est toujours cette diminution de la transmission, qui déplace les épisodes vers chez des enfants un peu plus âgés. Et l'autre raison, c'est que ça, c'est la proportion de malaria parmi les fièvres. Donc, un autre facteur qui influence, c'est quelles sont les autres causes de fièvre. Les non-malarias, si vous voulez. En fait, dans le groupe des moins de 5 ans, c'est l'âge où ces petits-enfants vont être confrontés à tous les virus. Donc, à chaque virus qui passe, hop, ils font leur épisode de fièvre. Le virus suivant, hop, leur épisode de fièvre, parce qu'ils n'ont aucune immunité, ils doivent la construire. Donc, ils sont constamment bombardés d'épisodes de fièvre qui ne sont pas dus à la malaria. Et c'est pour ça que la proportion de malaria parmi toutes ces infections est relativement plus faible, si vous voulez. Alors qu'un enfant d'âge scolaire, il a bâti son immunité contre beaucoup de virus et éventuellement des bactéries. Et chez lui, la proportion de malaria, la malaria va prendre beaucoup plus de place, si vous voulez. Alors les conséquences de ce surtraitement sont multiples, aussi bien pour le patient que pour le système de santé. Donc pour le patient, le plus important, c'est qu'il n'est pas traité pour la maladie qu'il a. Parce que s'il a une grippe et qu'on lui donne un traitement contre la malaria, il ne va pas se sentir beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'il va revenir au centre de santé 4 jours après parce qu'il est toujours malade de sa grippe alors qu'il croit qu'il a une malaria qui devrait être traitée. Et évidemment, ça lui coûte assez cher, ces multiples traitements, réinvestigations, revenir au centre de santé.
Pour le système de santé, on a évidemment un gaspillage énorme des médicaments dont on a encore parlé ce matin. Quand on introduit les tests rapides de la malaria, tout à coup, la consommation d'antimalariques baisse et on a des paquets entiers qui sont expirés parce qu'on ne les utilise pas. L'autre impact, évidemment, c'est quand on arrose tout le monde avec des antimalariques, on a un risque de développement de résistance du parasite plus rapide. Et puis un élément important à considérer, c'est la perception du patient, c'est-à-dire que quand il croit qu'il a une malaria, qu'il est traité pour ça et qu'il ne va pas mieux, il ne croit pas aux médicaments. C'est-à-dire qu'on voit se développer une méfiance des patients envers les nouveaux traitements combinés d'artémisinine, parce qu'ils disent mais ça ne marche pas ces traitements, je ne vais pas mieux. Et ça c'est très grave, parce que pour l'acceptabilité des premières lignes de traitement, ça a des grosses conséquences. Alors si on ne peut pas continuer à faire tout ce surdiagnostic et qu'on doit essayer de trouver qui a la malaria, ça fait un moment qu'on essaye de voir si on ne trouverait pas des prédicteurs de la maladie, c'est-à-dire des symptômes ou des signes qui seraient plus typiques de la malaria, qui nous permettraient de deviner, alors celui-là, oui, il a la malaria, celui-là pas. C'est ce qu'on appelle des prédicteurs cliniques. Alors, de multiples études ont été faites, on en a trouvé une série qui reviennent toujours les mêmes dans les études. Quand on a la malaria, on a tendance d'avoir la température un peu plus haute, on a tendance à ne pas avoir de toux, on a tendance à avoir une splénomégalie, etc. Mais chacun de ces prédicteurs sont assez faibles. Ça veut dire qu'ils ne sont pas très typiques de la malaria. On les retrouve aussi dans la fièvre typhoïde, on les retrouve aussi dans la grippe, même si c'est un peu moins, donc ils ne sont pas très forts. Donc les gens se sont dit, on va en combiner plusieurs, on va faire des scores, on va dire un patient qui a une haute fièvre, plus pas de toux, plus mal au ventre, on va dire c'est ceux-là qui ont la malaria. Et il y a une excellente revue qui a été faite par Chandra Mohan en 2002 où il a pris toutes les études qui ont été faites dans ce but et il a essayé de regarder ce qui se passait. Donc l'échelle en bas, c'est, si vous voulez, le niveau de transmission, la proportion des vrais malarias parmi les fièvres. Donc quand on est dans une zone où c'est à peu près 10%, donc faible transmission. Évidemment, ces stratégies basées sur les symptômes cliniques marchent assez bien. On a tendance à louper peu de malaria. Si vous voulez, à l'échelle verticale, c'est la proportion de cas qui vont être manqués. Évidemment, quand la malaria est rare, on n'en perd pas trop, on loupe pas trop de cas. Ça va, c'est acceptable. Mais dès qu'on monte dans la transmission, dès qu'il y a de plus en plus de cas, évidemment, on va se mettre à louper de plus en plus de cas avec cette stratégie. Et quand on perd un cas sur 3, c'est plus acceptable. On ne peut pas se permettre d'avoir un patient sur 3 qu'on loupe parce qu'il n'avait pas les symptômes typiques. Et on est coincé dans l'autre sens par rapport à la consommation des médicaments. Ok, dans les zones de faible transmission, ça va sur le plan clinique, mais par contre, on a un gaspillage de médicaments monstrueux, on traite un nombre de gens pour rien, énorme. Ce gaspillage est moins fort, évidemment, quand on va dans des zones de plus haute transmission. Donc la conclusion de toute cette revue, c'était on est coincé, qu'on aille dans un sens ou dans l'autre, on n'y arrivera jamais. Soit on gaspille des médicaments, soit on loupe des patients, c'est impossible, il faut sortir de cette histoire de symptômes cliniques. On n'a pas le choix, on doit aller vers un diagnostic biologique. On doit rétablir cette étape qu'on avait fini un peu, si vous voulez, par oublier. Et cette étape, elle ne peut être qu'un test de laboratoire fiable. Alors, vous voyez qu'on est loin du compte à l'heure actuelle. Selon les continents, la proportion de patients qui ont un diagnostic biologique avant le traitement, en particulier en Afrique, vous voyez en blanc, la majorité des pays ont entre 0 et 20% des cas suspects qui sont testés avec un moyen biologique, donc très peu. Le nouveau but, si vous voulez, c'est vraiment d'avoir un accès universel au diagnostic, c'est-à-dire que cette colonne blanche devienne entièrement bleue et que tout épisode de malaria puisse avoir un test, chaque patient puisse avoir un test avant d'être traité. Alors, qu'est-ce qu'on a comme test disponible pour faire ça? Alors, on a tout d'abord la microscopie, que vous connaissez tous bien. La microscopie, c'est complexe, ça fait longtemps qu'on l'utilise. On a beaucoup de difficultés à améliorer sa qualité. Récemment, l'OMS a émis une série de publications pour essayer de proposer des stratégies de contrôle, des formations plus solides pour les microscopies, des aides à l'établissement
des gouttes épaisses et à la lecture pratique, enfin beaucoup de matériel pour essayer d'améliorer tout ça. Ça demande un programme assez lourd et important. Il faut sélectionner les bons microscopistes, il faut les entraîner, il faut s'assurer de leur compétence constante, de leur motivation, il faut les superviser, il faut qu'ils aient du bon matériel parce que sinon ça ne sert à rien, ils ne peuvent pas travailler. Donc ça demande tout un environnement avec des salaires corrects, qu'il n'y ait pas trop de travail, genre faire 500 gouttes épaisses en une journée, je veux dire personne ne peut faire ça, donc ça n'a aucun sens. Donc il y a tout un contexte nécessaire pour que la microscopie fonctionne, qui pour l'instant n'a pas été très facile à mettre en place par les pays. Et la conséquence, c'est que quand on va dans les centres de santé et qu'on regarde la performance de la microscopie, voilà ce qu'on trouve. Donc vous vous souvenez un petit peu de ce que veut dire sensibilité et spécificité. Là, je vous donne un exemple concret. Donc en Tanzanie, dans le projet où on voulait améliorer le diagnostic de malaria, on a d'abord voulu savoir quelle était la situation avant de faire quoi que ce soit. On a pris des gouttes épaisses faites de routine dans plusieurs centres de santé à Dar es Salaam et on a pris le résultat donné par le microscopiste. Et on l'a comparé à la lecture par un microscopiste expert. Donc on a pris 328 gouttes épaisses au hasard et dans les centres de santé, 178 étaient reportés comme positifs et le reste négatif. Maintenant, on a pris ces mêmes gouttes épaisses et on les a fait lire par un expert. Il en a trouvé 7 de positifs. 7 au lieu de 178. Vous voyez l'ampleur du problème. Parmi ces 7, en plus, pas toutes avaient été détectées par le microscopiste de routine. Il y en avait 5, mais 2 étaient loupés. Ce qui veut dire qu'on avait une sensibilité de 70%. C'est ce qu'on retrouve souvent dans les centres de santé. Mais la spécificité, c'est vraiment ça le problème, et c'est encore pire. Donc parmi les reportés positifs, en fait la moitié seulement était vraiment positive, ce qui donne une spécificité de 45%. Donc assez mauvaise, très mauvaise même. Donc voilà, ça c'est la situation pas seulement à Dar es Salaam. Ce qui est intéressant, c'est juste de comparer les densités parasitaires reportées par les microscopistes de routine versus l'expert. Donc vous voyez en bleu la routine, c'est systématiquement reporté, vous savez bien d'expérience, 2 à 3 parasites par 200 globules blancs. Donc c'est systématiquement le résultat reporté des parasitémies très faibles qui ne sont pas du tout, si vous voyez, la courbe de Gauss auquel on s'attendrait dans des épisodes de malaria. Les vraies parasitémies vues par l'expert sont beaucoup plus élevées que ça. Elles sont toutes au-dessus de 1000. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les vrais positifs, ils sont les quelques hautes densités qu'avaient lu les microscopistes de routine. C'est-à-dire que là, ils ont vu qu'il y avait plein de parasites. Là, ils ont pu dire oui, c'est positif. Mais tout le reste, c'est des 2-3 parasites qui n'ont jamais existé, si vous voulez. Et malheureusement, il n'y avait aucune différence entre les hôpitaux de référence et les petits dispensaires. La performance était aussi catastrophique, même presque du même ordre de grandeur. C'était la moitié ou même plus qui était reporté positif, aussi bien dans les hôpitaux que dans les centres de santé, les dispensaires. Donc cet adage un peu oui, dans les hôpitaux ça va, ils savent faire la microscopie, en fait c'est pas vrai du tout, c'est vraiment dépendant d'un centre de santé à l'autre. Vous voyez que la variabilité était de 13 à 90% reporté positif, donc il y en a qui se débrouillent bien parce qu'ils ont un bon microscopiste, mais ces bons microscopistes ne sont pas forcément à l'hôpital, ils peuvent être tout à coup dans un petit dispensaire. Et cette situation se retrouve dans beaucoup d'endroits, pas seulement en Tanzanie. On a trouvé la même chose dans le nord, à Moshi. Là, c'était un problème de sensibilité, aussi 70%. Et très souvent, cette mauvaise spécificité qu'on a retrouvée au Kenya et ailleurs. La conséquence de cette mauvaise qualité, si vous voulez, de la microscopie, elles sont deux principales. Donc, les cliniciens, évidemment, ne vont pas croire le résultat. Qu'on comprend, je veux dire, avec cette qualité, ils vont douter, ils ne vont pas tenir en compte du résultat. Mais leur choix, ça va être plutôt de surtraiter, parce qu'ils ont peur de louper un vrai cas de malaria, donc ils vont donner des traitements à tout le monde. On a une étude faite au Kenya qui illustre bien ce problème.
Si on prenait tous les patients qui avaient de la fièvre arrivant au centre de santé, 79% étaient testés pour la malaria, mais malheureusement aussi tous les autres, ceux qui n'avaient pas de fièvre du tout, donc qui n'avaient par définition, ils ne pouvaient pas avoir un épisode de malaria. Donc celui qui, je ne sais pas, le bébé qui a de la fièvre après la naissance à cause d'une grosse infection du cordon ombilical, il est appelé malaria. Celui qui s'est fait même mort par un serpent est appelé malaria. Donc tous ces gens sont testés, ils ne devraient déjà même pas être testés au départ, si vous voulez. Ensuite, la deuxième raison du surtraitement, c'est que la microscopie de routine donne beaucoup plus de tests positifs que la microscopie d'experts, comme on a vu avant. Et finalement, la confiance du clinicien qui fait qu'il va traiter tous les positifs, d'accord, mais il va aussi traiter toutes les microscopies négatives. Vous voyez, 79% dans cette étude des résultats négatifs étaient traités quand même par un antipaludique. Et cette situation se retrouve dans beaucoup d'endroits et dans beaucoup de pays. La deuxième conséquence, c'est que quand on s'accroche au diagnostic de malaria, on a tendance à ignorer les autres causes de fièvre. Et on a deux études qui montrent qu'il y a un impact sur la mortalité. Donc cette première étude incluait les cas de malaria sévère, 4670 patients, qui ont été appelés malaria sévère, si vous voulez, par les cliniciens à l'hôpital. Donc ils les ont pris en charge comme une malaria, ils les ont soignés comme ils ont l'habitude de faire, avec la quinine, etc. Et ensuite, rétrospectivement, les chercheurs ont regardé lesquels avaient en fait une vraie malaria sévère et lesquels n'en avaient pas. Donc vous voyez que la microscopie était positive chez la moitié d'entre eux et négative chez l'autre moitié. Donc la moitié c'était des vraies malarias sévères, l'autre moitié c'était des fausses, si vous voulez. Et malheureusement, la mortalité était même plus élevée dans le groupe des microscopies négatives. On dit que c'est la malaria qui fait mourir, mais en fait, c'est aussi les autres maladies. 7% de mortalité dans le groupe de vraie malaria et 12% plus élevé chez ceux qui n'avaient pas de malaria, parce qu'évidemment, ils n'ont peut-être pas reçu les antibiotiques qu'ils auraient dû recevoir, et pour différentes raisons. Et exactement la même étude a été faite aussi à Dar es Salaam sur les malarias cérébrales. Donc tout ce qui était appelé malaria cérébrale, on a vu que la mortalité était plus élevée dans ceux qui avaient en fait pas de malaria cérébrale. Les autres problèmes neurologiques, 22% versus 13%. Donc ça a des conséquences très importantes, le fait de ne pas diagnostiquer correctement un accès fébrile. Donc après toutes ces expériences, on est arrivé à la conclusion qu'il nous faut un autre test en plus de la microscopie. On ne s'en sortira pas sans, et on a effectivement un test qui existe depuis longtemps, qui a mis beaucoup de temps à arriver en Afrique, un test fiable, qui est utilisé en fait en Europe depuis plus de 15 ans et en Afrique du Sud depuis plusieurs années aussi, et qui commence maintenant à arriver dans beaucoup de pays d'Afrique. Donc en 2006, on a eu une méta-analyse de toutes les études des zones endémiques pour comparer les performances des différents tests diagnostiques disponibles pour le patient. Donc ça ne compte pas la PCR. Et si vous voulez, le problème, c'est quand on a des nouveaux tests qui sont aussi performants que le gold standard, qui est considéré comme étant la microscopie, on commence à avoir des problèmes parce qu'évidemment, le nouveau test ne peut pas être 120% sensible ou spécifique, si vous voulez. Il ne peut pas dépasser le gold standard par définition. Donc pour pouvoir comparer tous ces tests de manière égale, si vous voulez, il faut des méthodes statistiques nouvelles où on fait sans gold standard. C'est-à-dire on ne dit pas c'est la microscopie ou le test rapide qui est le gold standard, on les compare de manière identique, si vous voulez. Et donc là, on voit les résultats. En gris, c'est la microscopie et en couleur, les autres tests. Donc vous voyez que les tests de diagnostic rapide basés sur la détection de HRP2, dans cette méta-analyse, montraient déjà que la performance était identique, exactement la même. Par contre, les tests de diagnostic rapide basés sur la recherche de l'enzyme LDH sont nettement moins sensibles. En tout cas, jusqu'en 2006, ils étaient nettement moins sensibles que la microscopie. Ça s'est un peu amélioré depuis, mais il reste une différence entre ces deux types de tests. Le QBC, qu'on utilise de moins en moins, avait une performance qui était un peu inférieure à la microscopie, et l'acridine orange est similaire à la microscopie. Donc la conclusion, c'est que les tests de détection
rapides basés sur le HRT2 sont au moins aussi sensibles qu'une microscopie d'extraire. Et depuis, on a eu encore une amélioration de ces tests rapides qui continuent à évoluer, et on s'aperçoit maintenant de plus en plus qu'ils en arrivent à avoir une performance, une sensibilité plus élevée que la microscopie, surtout dans le terrain. Si vous voulez, si on va faire des études dans la population et qu'on teste par la microscopie et par le test rapide, on détecte en fait plus de patients avec le test rapide. Mais la raison, c'est pas que c'est tous des faux positifs. Les gens disent tout le temps, oh tout ça c'est des faux positifs de tests rapides, puisqu'ils n'ont pas de parasites à la microscopie. Mais maintenant qu'on a la PCR pour savoir ce qui se passe vraiment, en fait on s'aperçoit que beaucoup de ces gens sont en fait des vrais parasitémiques. Si vous prenez dans 3 études, ils ont pris tous ceux qui avaient un test rapide positif, mais qui était négatif à la microscopie. Et qu'est-ce qu'on voit quand on fait une PCR? Entre 60 et 90% d'entre eux sont positifs. C'est des vrais malarias. Donc, si vous voulez, dans le terrain, les tests rapides sont plus sensibles que la microscopie. Ce ne sont pas des faux positifs, ça reflète la haute sensibilité des tests rapides. Ce sont des vrais positifs. La raison de ce phénomène a été bien montrée dans une sorte de schéma par David Bell en 2005. Oui, c'est l'explication, on ne l'a pas encore totalement prouvé, mais c'est une explication qui nous permettrait de comprendre ce phénomène. Donc ici, vous avez un patient que vous suivriez, enfin pas un patient, une personne dans la communauté, que vous suivez au cours des jours et des semaines. Et vous regardez sa densité parasitaire dans le sang. Donc il a une densité, ça c'est le trait en solide, la grille solide. Vous avez sa densité parasitaire qui va monter, il va peut-être même devenir symptomatique à ce moment-là. Après, il va contrôler cet épisode soit par sa propre immunité, soit parce qu'il reçoit un traitement. Sa parasitémie va peut-être baisser ou remonter. Donc elle fluctue constamment, cette densité parasitaire. Et vous voyez la ligne hachurée noire, c'est le seuil de détection de la microscopie. Donc cette personne va être constamment au-dessus du seuil et ensuite elle va passer en dessous du seuil, au-dessus, etc. Donc des fois, elle va être détectée par la microscopie, ici en gris foncé. À ce moment-là, ici elle n'est pas détectée du tout et là elle va de nouveau être positive par microscopie. Mais en fait, les tests rapides, eux, ils ne détectent pas les parasites eux-mêmes. Ils détectent une protéine produite par le parasite, le HRT2. Et la concentration de cette protéine dans le sang, elle est différente de la quantité de parasites. Elle suit un peu, si vous voulez, la densité parasitaire, mais elle est plus stable. Elle fluctue avec un décalage, elle reste dans le sang plus longtemps que les parasites. Ce qui veut dire évidemment que pendant toute cette période-là où la personne n'est pas détectée par la microscopie, elle l'est encore par le test rapide. Et si vous faites une PCR, comme on a vu avant, à tous ces gens, la PCR, elle est positive tout le temps. Ce sont tous des gens infectés. Mais simplement, le test rapide va plus souvent les identifier que la microscopie à cause de ce phénomène d'antigènes qui reste dans le sang. Donc cette persistance d'antigènes typique des tests rapides est un avantage dans les études dans la communauté pour détecter les cas. C'est un désavantage quand on veut suivre un patient dont on sait qu'elle a une malaria, on veut savoir s'il est guéri, là c'est un désavantage, parce que ça ne nous donnera pas la réponse. Pour ça on a besoin de la microscopie. Mais par contre dans la communauté, pour trouver les cas qui ont des faibles parasitémies, c'est un avantage. Alors si vous voulez, quand on a commencé à prévoir un plan d'introduction des tests rapides en Tanzanie, donc on a commencé à discuter avec les différents partenaires dans le pays, une des premières choses qu'on nous a dit, les cliniciens en fait nous ont dit, écoutez, si vous voulez qu'on utilise les tests rapides, il faut d'abord nous rassurer qu'on ne va pas faire du mal à ces pauvres patients. Donc il faut que vous nous fassiez une étude qui nous montre que c'est sûr d'utiliser les tests rapides, en particulier chez les enfants de moins de 5 ans, les groupes les plus vulnérables dans les zones de haute endémie. Donc ça, c'était vraiment un concernement des cliniciens qui nous ont, eux, demandé de faire une étude pour montrer qu'il n'y avait pas de danger
à s'appuyer sur un test de diagnostic rapide. Donc c'est ce qu'on a fait, on a designé une étude qu'on a d'abord commencé dans une zone de transmission modérée et ensuite on a continué dans une zone de haute transmission. Donc le but, si vous voulez, c'était de vraiment, dans un setting absolument non contrôlé, donc la vie de tous les jours, un petit dispensaire qui fait son travail comme d'habitude, de voir si c'était sûr de ne pas donner d'antimalarique à ceux qui avaient un test rapide négatif. Et qu'est-ce qui leur arrive si on fait ça? Donc on a inclus 1000 enfants de moins de 5 ans avec de la fièvre. Parmi eux, 40% au départ étaient positifs basés sur le test rapide. Et on les a suivis, c'est-à-dire qu'on est allé les voir à la maison après une semaine pour savoir ce qu'était devenu l'enfant. Donc évidemment, le très important dans une étude de ce type, c'est d'avoir le moins possible de pertes de suivi, parce que chaque enfant qui est perdu, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Donc il faut en avoir le moins possible et les chercher